La nuit commençait à tomber, et c'est une excitation impatiente qui me fit franchir les derniers mètres. En frappant à la porte, je n'ai pas oublié de cogner mes chaussures contre le seuil, ce qui eut pour effet de m'amuser. Il vint m'ouvrir. La lumière était pâle. 2 bougies vacillaient dans la petite cuisine. Bien sûr que non, César n'est pas écologiste, mais voyez-vous, dans ce pays, l'électricité, c'est impensable. Un sourire plus un sourire, cela fit une grande accolade. Il y avait une chaleur nouvelle entre nous. Forcément, les lettres agissaient. Sans un mot, il alla s'asseoir, m'invitant à le suivre. Décidément, il n'a pas besoin de parler. Il se place, répartissant l'espace à qui veut bien comprendre. Comme prévu, je vins le rejoindre à table. Pouvais-je faire autrement ? Quel beau ballet ce jeu de la place exacte qui devient un langage au point de rendre le mot inutile. À peine s'était-il écouté un siècle que César posa ses 2 mains sur la table et me dit avec douceur : « Jacques, mon ami, je ne peux pas te garder. Demain, il te faudra rentrer. Je dois partir à l'aube pour une affaire urgente. » Imaginez la douche. Jacques plongé dans un bac à glace. On a tant attendu, on a longtemps marché, on s'est fait des idées, et d'un coup de patte, tout bascule. Il m'attendait, disait-il. Tiens, mon œil, il m'a bien fait marcher. C'est vraiment dégueulasse de pareilles méthodes. J'avais baissé les yeux en me tassant sur ma chaise. J'allais exploser, et seule ma bonne éducation émettait encore quelques réserves. Ensuite, j'ai relevé la tête, me redressant exagérément sur mon siège. Je ne pouvais plus me taire, c'était insupportable. J'ai plongé mes yeux couteaux dans les siens et j'ai pris mon élan. Imaginez un peu, j'arrivais avec mes chars et toute une armée sauvage. L'ennemi était là, à ma portée. J'allais l'écraser, il ne resterait rien de vivant. Cela allait être un carnage, une boucherie. Mais devant moi, il y eut un lac bleu dans une immense plaine, 2 grands yeux sincèrement étonnés et un cœur prêt à mourir sans résistance. Il me provoquait, le bougre. Il me provoquait en mettant sa tête sous la guillotine. C'était trop fort quand même. C'est lui qui venait chercher la mort. Il y eut un tumulte indescriptible entre mes oreilles. J'ai disjoncté, perdant conscience un court instant, et je me suis entendu dire somnambulique : « César, nous avons au moins la soirée. » Voilà, j'émergeais dans un monde, et l'autre s'éloignait à tire-d'aile. J'étais soulagée. L'insupportable tension s'évanouissait doucement. Le vieil homme avança sa main et la posa délicatement sur la mienne. « Jacques, mon petit compagnon, quand la soupe est dans le chaudron, ce n'est pas du café qu'il faut attendre. » En se reculant sur sa chaise, il retira sa main. Il ne regardait nulle part quand il ouvrit la bouche. Ses yeux, épris d'un axe invisible, semblaient guider ses mots. Qui fait le programme ? L'homme. Qui fait le plan ? Lui. Si le programme est dans le plan, c'est juste. Si le programme est hors du plan, c'est l'épreuve. Et c'est encore le plan. Il y eut un court silence et il rajouta, amusé : « Mon petit ami, donne-toi sans programme. Le plan, c'est le début du rendez-vous. » Dans ce 5e chapitre de César l'éclaireur,
Jacques s'apprêtait à passer 2 jours avec César. Il avait attendu longtemps ces 2 jours, et voilà que César lui dit qu'il ne peut pas rester. Et par toute son attitude, il lui fait comprendre qu'il y a le programme et le plan. Comment Gita vous a-t-elle amené à entendre ces 2 notions? Je crois que c'est une relation permanente, c'est-à-dire c'est la manière en permanence dont ceux qui nous enseignent nous font voir qu'on a beau prévoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on prévoit, c'est toujours de l'ordre de ce qui va nourrir notre ego et notre personne, et pas de l'ordre de ce qui va servir autrui. Et il y a quelque chose qui, toutes les fois que c'est pour nous que nous vivons, nous remplissons notre emploi du temps de programme. Toutes les fois que c'est pour lui que nous vivons, nous remplissons notre emploi du plan de « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te servir ?» Et ça nous est toujours présenté. Et donc c'est important de comprendre que si nous remplissons notre emploi du temps de programme, nous empêchons que dans notre emploi du temps, il y ait quelque chose qui nous présente quelque chose pour servir. Et donc avoir tout le temps une vie remplie de programmes, ça empêche le plan de s'annoncer, le plan de demander des choses. Il y a donc quelque chose qui appartient à l'ensemble de la vie spirituelle, et quand j'étais auprès de Gita, c'était en permanence que je voyais ça et que j'assistais à ça chez elle, c'est-à-dire la manière dont il y avait une souplesse d'être, que j'ai encore plus vue à la fin de ses jours, une souplesse d'être invraisemblable qui pouvait prévoir des choses. Ça, on a le droit au programme. L'homme a le droit à avoir un programme. Mais il a le droit aussi d'accepter que si son programme n'est pas possible, c'est que quelque chose est demandé, qui est plus que le programme, et c'est le plan, toujours, toujours. Et donc, ça crée une souplesse de l'existence, ça crée quelque chose que j'ai vu en permanence chez Gita, qui était quelque chose que, même si elle avait prévu quelque chose, et que soudain quelque chose d'autre arrivait, eh bien, elle était tout de suite tournée vers « Ah, d'accord, on va faire ça. Ah, d'accord, on va... » Ce qui est amusant quand c'est dans le détail courant, mais ce qui est exceptionnel quand, par exemple, à la fin de sa vie, soudain Gita découvre qu'elle ne pourra plus traverser la cour pour venir à manger avec nous à midi. C'était dans les 15 derniers jours de sa vie. Et elle nous dit un soir, un des derniers jours où elle est venue manger, elle nous dit « Je ne pourrai plus venir manger chez vous à partir de demain. Il va donc falloir que vous veniez m'amener à manger. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir travailler parce que je ne pourrai plus quitter mon bureau ?» Et donc immédiatement, il n'y avait pas « Mon Dieu, comme c'est grave que je ne puisse plus faire 15 mètres. » Elle habitait à 15 mètres de chez nous, juste en face. « Mon Dieu, comme c'est grave, je perds tout, j'ai permis machin. » Non, non, elle était déjà tournée vers « Ah, que je vais pouvoir beaucoup plus travailler, beaucoup plus. » Je pense que ce jeu du plan et du programme, il est extrêmement important, surtout à la fin de nos vies, où finalement on n'a plus beaucoup d'obligations professionnelles, plus beaucoup d'obligations familiales, plus beaucoup d'obligations sociales, alors encore plus pendant les périodes de pandémie, où on voit bien que toutes les obligations s'effondrent. Peut-être que quand on n'a plus d'obligations, c'est la porte ouverte à ce que le plan nous dise qu'est-ce qu'on pourrait faire pour occuper notre vie, à servir plutôt qu'à se servir. Et donc la différence entre le plan et le programme, c'est ça. C'est tout ce que nous faisons et nous mettons dans notre emploi du temps pour nous occuper. Alors que tout ce qui rentre dans notre emploi du temps pour servir, c'est dans le programme, alors que tout ce qui rentre dans notre emploi du temps pour nous occuper, c'est dans le plan, alors que tout ce qui rentre dans notre emploi du temps pour nous occuper, c'est dans le programme. En permanence, auprès de Gita, j'ai dû faire la différence entre les deux.